lorsqu'on explique à une tribune, lorsque l'on explique que la cellule a une conscience, très souvent, dans les 5 premières minutes, on nous regarde avec une sorte d'air ébahi. Et un frisson parcourt l'assistance des gens instruits qui se disent voilà quelqu'un qui va nous raconter une grande histoire providentialiste qui n'a rien à voir avec la science. Or, 5 minutes après, ils sont tous effectivement d'accord avec ce que je leur explique. À savoir que la cellule a une conscience. Alors, je vais y venir et je rends hommage à cet immense biologiste qui était Faustino Cordone et à cet ami très cher qui s'appelait Chomin Concilios, avec qui j'ai mis au point le livre des voies de l'émergence chez Belin. J'en parle et je leur rends hommage à l'un et à l'autre de ce livre précieux, qui parle précisément des niveaux d'intégration du vivant et de la façon dont on passe d'une association de molécules à une protéine globulaire, d'une association de protéines à une cellule, d'une association de cellules à un animal. Alors, pourquoi conscience cellulaire? Eh bien, pour comprendre d'une manière matérialiste, c'est-à-dire scientifique et cohérente, la façon dont fonctionne le vivant, eh bien, il faut redéfinir la conscience. Je prends l'exemple d'une cellule qui va se nourrir dans son milieu. Chaque cellule prend son nutriment moléculaire dans un milieu. Ces modes de captage ou d'absorption sont différenciés du reste, mais il reste qu'elle a une attitude active dans cette relation. Elle va donc prendre une première dose de nutriments, et en fonction du différentiel qu'elle perçoit entre ce qu'elle attendait de cette première prise et ce qu'elle en a effectivement reçu, elle va régler son second mouvement de captage. Bien sûr, tous les biologistes seront d'accord avec moi pour décrire dans les mêmes termes, ou à peu près, ce mécanisme. Je définis la conscience comme étant cette perception minimale d'un différentiel. Nous avons là le primordium de la conscience et la définition qui en jaillit en quelque sorte du vivant et qui était la définition de Cordone. Un être vivant est un foyer d'action et d'expérience, la cellule est un être vivant, ou encore dans les termes de la théorie des unités de niveau d'intégration, un organisme, et en tant que tel, en tant qu'elle possède un métabolisme, possède forcément ce quantum de conscience et de liberté. Mais la question est l'apparition même de ce que vous nommez ce quantum de conscience. Comment d'un univers matériel surgit ce que nous appelons aujourd'hui un être vivant ou même une conscience? Y a-t-il un saut qualitatif ou bien est-ce par degrés infinitésimaux que la matière va peu à peu se transformer en vie? Alors là, il s'agit bien sûr d'une question qu'il faut poser à la fois des spécialistes, à tous les spécialistes des sciences de la nature, bien sûr, mais Cordone y répondait par le jeu de force, un jeu de force qui sont des forces essentiellement des forces de Van der Waals. Mais d'une façon amusante, lorsque vous me dites comment passe-t-on d'un univers matériel à un univers, vous êtes dans le dualisme, et spontanément. Ah ben là, je vous prends la parole aussi de Lucrèce, dont j'ai lu le texte, c'est ça qui... Nous sommes dans un univers matériel. J'entends bien que pour vous, les deux ne sont pas contradictoires. Vous pensez que justement, ce qui est intéressant chez Lucrèce reproduisant Épicure, bien sûr, commentant et expliquant Épicure, eh bien donc ce qui est intéressant chez Épicure, on va le dire directement, c'est l'idée que la liberté est incluse, alors je n'aime pas dire les choses aussi brutalement, mais il y a dans le stoïkeion, dans l'élément, dans l'atome, si on veut, quelque chose qui peut rompre les pactes du destin. C'est le clinamen chez Lucrèce. C'est le clinamen en tant qu'il est produit par sa capacité à l'intérieur même de l'atome de matière. C'est-à-dire la déviation par un atome d'une trajectoire. Absolument. Le matérialisme de Lucrèce intègre la contingence, c'est-à-dire ce qui va se développer en liberté, c'est-à-dire ce qui nous dispense en fait de poser la question de son origine. Mais la contingence n'est pas forcément la liberté, l'indétermination n'est pas forcément la volonté. Ce qui est surprenant dans le texte de Lucrèce, qui à mon sens, c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui, est emblématique du problème que l'on rencontre quand on découvre des textes dits matérialistes. Rien ne permet d'expliquer, d'inférer l'existence
du cœur, de l'esprit et de la volonté à partir du constat d'une contingence. Alors, le mouvement qui s'oppose à la chute verticale des atomes chez Lucrèce, ce mouvement est une improvisation de l'élément. Vous êtes d'accord là-dessus? Le fait qu'il soit un mouvement qui rend compte en quelque sorte d'une spontanéité, d'une initiative du stoïkeion, de l'atome, est à penser comme, alors là vous direz qu'il s'agit d'une extrapolation des philosophes, mais on ne peut pas faire autrement, comme l'inscription en quelque sorte intime au plus simple de la particule élémentaire, de la capacité qui va se développer après sous la forme que nous connaissons de la liberté. Autrement dit, bien sûr, Épicure est absolument nécessaire pour penser le transformisme, et avant cela l'évolution de la matière. Donc nous sommes dans un matérialisme qui est d'une autre nature que celui de Leucippe et d'Hénocrite, et nous allons pouvoir, grâce à lui, peut-être faire l'économie d'un certain nombre d'interrogations sur l'origine qui étaient en quelque sorte des interrogations mal formulées parce qu'elles étaient à partir du dualisme, et que maintenant nous allons pouvoir suivre au moins dans l'élément de l'immanence jusqu'à ces derniers développements. À mesure que l'homme avance en civilisation et que les petites tribus se réunissent en communautés plus larges, la plus simple raison devrait aviser chaque individu qu'il doit étendre ses instincts sociaux et ses sympathies à tous les membres d'une même nation, même s'ils lui sont personnellement inconnus. Une fois ce point atteint, il n'y a plus qu'une barrière